Bonjour, votre trio incontournable du samedi est très heureux et très enthousiaste à l'idée de passer un bon moment de qualité avec vous, d'informations, de bons à savoir, de détente et bien d'autres. N'est-ce pas Dieudonné, n'est-ce pas Gabin? Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bon samedi à vous. Merci. Ça a été la semaine? Pareillement. Ça va. Semaine un peu tiraillée, chargée, mais bon, ça va. Idem. RAS, rien à signaler. Non, rien à signaler. Rien de grave. C'est le quotidien des hommes. Hommes avec grand H. Très bien, vous m'avez l'air un peu timide ou la mayonnaise prendra au feeling de l'émission, un peu fatigué. Un peu fatigué. Quand on utilise le carburant industriel... Pour nous, c'est à la manivelle maintenant, donc il faut... Et comme il Très dit, drôle. Il faut... À la manivelle, donc c'est forcément au gasoil. Oui. Si c'est un fouet lourd comme il semble. Ça ne démarre pas facilement. Très bien. L'émission démarre bien avec des fous rires. Ça promet. Mais voilà. Alors, de quoi parle-t-on ce matin en deuxième partie d'émission? Je commence par toi, Dieudonné. Il vous souviendra qu'en décembre, j'étais à Port-Gentil pour parler de Coraoud, qui s'appelle désormais aussi AEH, donc African Equatorial Hardwood, qui était en grève illimitée. Malheureusement, ça n'a pas bougé et tout ceci a conduit au limogeage de, comment on appelle ça, 15 délégués du personnel. Alors, on va un peu revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, ce sera bien sûr en deuxième partie d'émission. Et de ton côté, Gabin? On parle de litiges fonciers, vous savez que c'est presque la règle établie dans notre pays. C'est la gymnastique nationale. La véritable gymnastique nationale. On parle de litiges fonciers entre Mme Janine Minko et le pasteur Rodrigue Ragogué Ogula. Faute de moyens, le pasteur s'est présenté à elle pour lui dire qu'il pouvait achever. Et chaque fin du mois, il devrait reverser quelque chose. Malheureusement, il a fait, je crois, au bout de 4-5 mois. Et après, il n'a plus continué l'opération de versement, de paiement de loyer. Malgré les appels de Mme Janine Minko, malgré les plaintes, c'est plutôt même lui qui va porter plainte à Mme Janine Minko. Vous le saurez tout à l'heure. Vous le verrez dans nos reportages. Même eux aussi, ils font ça. Enfin. Ce sera pour tout à l'heure. Ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, on parle tout de suite en note introductive de Noureddine Bongo et de son épouse Léa Bongo-Valentin qui tentent de s'aimer le CTRI à Londres. Et pour terminer, on parlera de Fly Gabon. Oui. De Fly Gabon. Oui. De notre introductive. De notre introductive. Toi aussi, tu as eu un peu... J'ai eu une fois un petit recyclage, mais certainement... Elle aussi, elle commence à... Certainement à force... C'est la manivelle qui est pas assez longue. Très bien. Allez, on revient dans quelques petites secondes. À tout de suite. Comment le couple Noureddine Bongo et Léa Bongo-Valentin tentent de s'aimer le CTRI à Londres? Moi, j'aurais plutôt dit le couple Noureddine et Léa Bongo-Valentin pose des actes de délinquants. Pourquoi? Selon le très sérieux journal en ligne Gabon Review, ce sont eux qu'on va reprendre. Et ils ont repris Africa Intelligente. Oui. Après le coup de libération du 30 août, comme vous le savez, Noureddine Bongo a été arrêté, ainsi que sa maman, pour des actes de malversation que nous connaissons, tous nous le savons. Son épouse Léa Bongo-Valentin, avec l'autorisation du CTRI, a réussi à regagner Londres parce qu'elle avait demandé au CTRI d'aller scolariser ses enfants à Londres. Alors, sachant que la procédure d'enquête est également entamée, Noureddine Bongo-Valentin a donné l'ordre à son épouse qui est à Londres de changer les dénominations, les adresses de toutes les entreprises qu'ils ont à Londres. Il y en a 6 au total. Ils ont réussi à changer 3 entreprises, d'où le titre, le couple, Noureddine et Léa Bongo-Valentin, posent des actes de délinquants.
s'il ne se reproche de rien, Oui. je pense qu'il devrait laisser la justice faire son Bien travail. sûr. Mais je pense que aussi ils ont peur de justifier l'argent qui leur a permis D'ouvrir ces entreprises. d'ouvrir 6 entreprises où en Europe. Wow. Très bien. Dieudonné? Non. Je crois qu'il fait bien d'appeler ça des actes de délinquance parce que se sentant sous le coup de la justice, il instruit son épouse de changer très vite les dénominations des entreprises, de telle sorte que lorsqu'on va vouloir leur mettre le grappin dessus, ils vont dire non, Oui, oui. ces entreprises ne nous appartiennent pas, ce n'est pas nous. Parmi 2 de leurs associés, il y a un qui a même dû déchanter, qui s'est retiré de cette entreprise. Je pense que c'est le Congolais qui a dû se retirer. Parce que voyant le danger venir, voyant le danger venir, il a dû se retirer comme actionnaire ou comme associé de ces entreprises. Maintenant, la question aussi qu'il faut se poser, suffit-il de changer le nom des entreprises pour que vous vous mettiez à l'abri de poursuites? On espère que les poursuites... C'est une question. C'est une question. On espère que les poursuites judiciaires iront jusque là-bas, jusqu'à Londres. Les poursuites judiciaires, parce que en semaine, nous avons vu sur la toile des éléments prouvant qu'ils sont également propriétaires d'autres entreprises aux Émirats Arabes Unis. Oui. On espère que le CTRI aura la force de les traquer jusqu'à ce niveau et pouvoir rapatrier l'argent Au Gabon. au Gabon. On l'espère tous. Affaire à suivre. Affaire à Certainement, ce sont des manœuvres pour se soustraire de la justice, tout à fait. Transitionnelle. Tout à fait. Voilà. Vous l'avez compris. Très bien. Très bien. Aviation, à présent, on parle de Fly Gabon. Les couleurs se précisent. Moi, je dirais Fly Gabon, l'achat des ATR, les explications du ministre. Dès l'annonce ou dès l'apparition de cette photo que nous avons vue sur le net, la toile s'est enflammée. Oui. Certains compatriotes ont estimé qu'au niveau où était le Gabon, il n'était plus question de s'acheter des ATR. Mais le ministre a donné des explications. C'est mieux qu'on l'écoute. D'accord, donc on revient juste écoute après. le ministre Dieudonné Loïc Nzinga Moudouma. Ah, mais je connais même son patronyme, c'est très bien. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Atiga. Merci de nous recevoir, de nous avoir accordé un peu de votre temps. On va évoquer Fly Air Gabon. Je vous en prie. Les avions sont-ils à Libreville? Bon, il faut dire que les avions ne sont pas encore en réalité à Libreville. Les avions sont à Toulouse et je crois qu'une photo a dû fuiter depuis Toulouse et a été publiée. Les avions sont à Toulouse et ils sont à ATR, à la maison mère ATR. Ils ne sont pas dans un entrepôt ou dans un atelier quelconque, mais ils sont à la maison mère ATR. Mais que pensez-vous de ce que l'on peut considérer comme repoussoir, les avions ATR en 2024? La toile s'enflamme. Les Gabonais estiment que c'est des anciens modèles, c'est des anciens types d'avions. Ils auraient voulu des avions à réacteurs. Ah d'accord. Bon, quand on fait une compagnie aérienne, on se fixe des objectifs. Il y a le court, le moyen, le long terme. Et il faut dire qu'il y a un besoin qui est national. Donc, on a un type d'aéroport national. Et après, on va parler d'un besoin sous-régional. Et cela va correspondre à un type d'aéronef. Et après, on va parler de l'international. Donc, du plus loin. C'est-à-dire qu'on acquiert des aéronefs selon ce qu'on veut faire, quand on veut le faire, où est-ce qu'on veut aller. Donc, pour l'instant, on commence avec les ATR tout simplement parce qu'ils sont adaptés aux vols sous-régionaux. Et pour ainsi dire, les ATR, on les a au Gabon depuis bientôt 20 ans, mais ça n'a jamais autant défrayé la chronique. Je pense que c'est un simple fait de société parce que quelqu'un a voulu dire que c'est pas l'avion qui convenait, mais très sincèrement, je vois pas ce qu'on peut reprocher à cette compagnie parce que le Canada ou l'Italie ou encore la France et même les États-Unis, même au Sénégal à côté. Même au Sénégal à côté, sinon ils n'achèteraient plus les ATR. Donc je pense que il faut comprendre que nous vivons une période assez particulière. Tout le monde veut se défouler, chacun veut parler. Donc je le comprends très bien, mais techniquement parlant, je vois pas ce qu'on peut reprocher à ces aéronefs. Voilà. Combien avez-vous acheté? On a acquis deux ATR. Et les deux, il y a un qui est totalement neuf, comme on dit vulgairement, sous plastique. C'est encore dans les sachets. Et l'autre
à 5 ans de durée de vie. Et je crois que 5 ans dans l'aéronautique, c'est un aéronef qui est tout à fait neuf. Mais seulement, ATR, pour sa renommée, se voit obligé de changer certaines pièces qui sont importantes, comme les trains d'atterrissage et autres appareils qu'il faille changer totalement avant que de les redéployer dans notre pays. L'avion neuf, il est là, il est tout neuf, mais après il y a des processus. Il faut changer les assurances. Il y a beaucoup de choses à faire quand on monte une compagnie aérienne et ça se fait selon un processus. Vous n'avez pas pensé à tout cela avant, les assurances? Non. Il faut dire que il faut changer les titres de propriété. Donc, il faut... Pour ce qui est d'occasion. Pour celui qui est d'occasion, il faut les titres de propriété. Après, il faut même réviser. Si un avion est resté un certain temps sans voler, alors la compagnie, la maison ATR se sent obligée de refaire les tests avant de les valider et pour nous donner un certificat de navigabilité. Et maintenant, le pays le reprend et l'enregistre dans nos registres à nous. Et ainsi, maintenant, on peut voler avec. Donc, c'est tout un processus. Quelle sera la date effective du démarrage de Fly Gabon? La date effective de démarrage de Fly Gabon, doit coïncider avec la livraison définitive des aéronefs. Et pour l'heure, la date qui nous est indiquée par ATR, c'est le 24 mai. Normalement, le 24 mai, les avions devaient être livrés au niveau du Gabon. On commencerait par où? Vous avez déjà le personnel, les pilotes, les PNC, les agences. On commencerait par où? D'accord. Il faut comprendre qu'on a fait une fusion avec Afrijet. C'est-à-dire que Afrijet, Fly Gabon vont désormais coopérer. Donc, c'est même plus qu'un co-sharing. Ils vont coopérer. Ça veut dire que tout ce qui se fait déjà par Afrijet seul va être maintenant fait par Fly Gabon. Avec le même coût de billets? Non. Lorsqu'on va, par exemple, dans le Haut-Togo à Franceville, on tourne autour de 400-500 000 du tout pour un aller-retour? Non, du tout que non. Vous allez casser les prix de billets est déjà en train d'être cassé. Il faut comprendre qu'il y a une problématique qui est là qu'on ne comprend pas toujours. Mais en fait, c'est bien parfois de s'exprimer. C'est pourquoi je loue le fait que vous soyez venus pour qu'on discute un peu. Le prix du billet est tributaire déjà d'une subvention. On subventionne l'achat du carburant. Comment ça? Donc, comment il se retrouve à 500 pour un aller-retour, pour un petit week-end? Je veux dire que le prix du billet d'avion est tributaire du prix du carburant. Et comme si le carburant est subventionné, donc... Il devrait baisser. Non, s'il est subventionné, il devrait baisser. Oui. Mais alors, à l'heure actuelle, il n'est pas subventionné. Ça veut dire que pour que nous, on baisse le prix du billet, il faudrait que le carburant soit subventionné. C'est-à-dire on va partir du prix de 1000 francs environ, le litre de jet à 1, pour le ramener à environ 500 à 400 francs CFA. Donc ça, c'est un impact considérable. Il y a encore une autre donne qui est là, ce qu'on appelle la R4, donc une redevance voyageur qui a été mise en place pour la construction de l'aéroport de Libreville. Mais le chef de l'État, le Jean Oligui, m'a déjà demandé que cette redevance puisse quitter dans ce contexte pour qu'elle puisse s'adosser sur un autre moteur. Donc, certainement, elle va être inscrite dans la loi de finances, ce qui fait qu'on va totalement libérer le prix du billet. Mais vous comprenez, on vient d'une situation et on va vers une autre. Donc, il y a certains mécanismes. On va le libérer pour le baisser ou pour l'augmenter? Pour baisser automatiquement. Le prix du billet devait revenir à ce que nous connaissions avant qu'il y ait eu ce petit marasme de gouvernance que nous avons connu. Il faut comprendre qu'il y a des process. En fait, on peut mettre en place un mécanisme aujourd'hui en janvier, mais il va pas forcément, la mécanique ne prend pas forcément en janvier, parce qu'il y a des instances. Il faut que ça arrive à l'OACI, il faut que ça arrive à l'IATA. Il y a des délais de réactivité, parfois qui peuvent prendre 3 mois. Je prends très simplement, dans une mercuriale, vous allez dire à quelqu'un de baisser le prix dès janvier, ben, il a un stock sur lequel ont été appliquées certaines taxes prévalentes. Donc voilà, il faut d'abord évacuer certains stocks. Donc c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui encore, le chef d'État m'a enjoint en me disant qu'il faut absolument que le prix du carburant soit revu pour que Fly Gabon soit une compagnie viable. Donc c'est dans ce contexte-là, il y a le carburant et puis certaines taxes aéroportuaires qu'on doit baisser pour que le prix du billet d'avion revienne à la normale. Pour assurer les Gabonais, au-delà des ATR, quel sera le contenu de toute la flotte? De toute la flotte. Bon, c'est évident que pour ceux qui veulent aller à Paris, on ne va pas s'amuser à faire un vol affrété commercial. Sinon, on fera des jours. Avec ATR. Voilà. On va faire 10 heures de trajet. C'est quand même pas du tout reluisant. Non. Il y a à terme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acquisition. Il y a des moyens qui sont acquis. Quand même, les régionaux et les nationaux, on pense qu'il est de bonne loi de les acquérir. Mais maintenant, il y a certaines distances. Par exemple, si on va aller à Dubaï, si on va aller
en Europe. Là, on fait du leasing. Donc, il est prévu qu'on prenne à terme aussi des avions de type peut-être Airbus ou même Boeing en leasing, mais qui ne sont pas en mode d'acquisition. Et ceux-là aussi, je peux vous garantir qu'il y a des pistes qui sont déjà là et tout devait être au mieux quand on aborde le mois de juin. On devait déjà avoir également des aéronefs qui sont prévus en leasing venir rejoindre la flotte. Vous ne m'avez pas répondu pour ce qui est du personnel. Le personnel, Oui. comme je vous disais, de fil en aiguille, si on dit que on est adossé sur Afidjet, c'est le personnel Afidjet va commencer à couvrir. Après, c'est vrai, il y a des décès qui vont s'ajouter. Bangui va s'ajouter parce qu'on a signé un accord récemment. Le Cameroun, Afidjet, il va déjà. Donc, il va falloir agrandir l'agence qui est là-bas. Après, il faut rouvrir des zones comme Tchibanga et Mouila. Parce que j'ai déjà l'injonction du chef d'État de commencer à travailler ces aéroports et de les mettre rapidement au nord. Donc, c'est sûr qu'on va embaucher, mais comprenez que ça va se faire crescendo. À quel moment atteindrez-vous la vitesse de croisière? Difficile de dire qu'une compagnie aérienne naissante atteindre le niveau d'Air Gabon avant sa fermeture. Bon, je pense qu'il faut attendre encore au moins une année parce qu'il faudrait qu'on voie tous les mécanismes. Il faudrait créer des nouvelles lignes. Toutes les lignes ne vont pas forcément rapporter ou fonctionner de la même manière. Donc, dire qu'on va atteindre une vitesse de croisière maintenant un maximum en très peu de temps, déjà, ça tient de l'irréel. Ça tient de l'irréel de venir un 30 août où la situation change, on change un gouvernement, on enjoint au ministre de remettre en place une compagnie aérienne. Normalement, une compagnie aérienne qui se met de manière plus ou moins, je vais dire, naturelle, ça prend 1 à 2 années. Mais nous, ce qu'on fait, on le fait là en moins d'une année, ça tient quand même de l'exploit. Monsieur le ministre, vous parlez du 30 août. Après le 30 août, vous avez décidé de la réhabilitation des aérodromes et des aéroports. En termes de pourcentage, où en êtes-vous? Aujourd'hui, vous avez vu qu'on arrive maintenant à poser à Oyem. On pose naturellement à Libreville. À Port-Gentil, on pose. Il y a quelques problèmes à régler au niveau de l'aérogare. On pose à Franceville. Makoukou est en travaux et devait être livré, on va dire, dans 4 mois environ, parce qu'il y a quand même de grosses œuvres. J'étais dernièrement à Mouila et Tchibanga, parce que le chef d'État voulait absolument que ces aéroports aussi renaissent au vu de la distance. Il m'a même demandé au dernier conseil de ministres d'aller jusqu'à Mayumba. Donc, c'est pour dire que tout le contexte, tout l'horizon de l'aviation au Gabon est pris en compte. Il n'y a aucune ville, aucune promesse de délaisser pour le moment. Mais il faut comprendre, il faut le comprendre. Nous sortons quand même il y a quand même un maras financier qui est là. Même si on fait des efforts pour résorber, il y a un maras. Et je vous assure que refaire un aéroport, ça coûte de l'argent. Rien que quelques arrangements, quelques réparations au niveau de Port-Gentil, j'ai besoin de 2 milliards. C'est pas du tout évident, mais je vous assure que depuis que je regarde, c'est coûteux un aéroport. C'est coûteux retaper. Vous voyez un peu ces étendues? Il faut obligatoirement, pour être aux normes internationales, il faut mettre des barrières partout. Et quand je vais regarder, quand je fais un peu de devis, ça coûte pas moins de 600 à 700 millions une barrière. Et les équipements de sûreté et de sécurité, mais on n'y est pas. Mais les équipements de positionnement d'avions, je vous assure que ça coûte de l'argent. Il y a des équipements qui vont jusqu'à 1 milliard 500 millions pour un seul aéronef. Et s'il faut multiplier par 9, vous pouvez faire le calcul. Et tout cela, on essaie de faire avec les moyens qu'il y a là. Et comprenons qu'il y a la balance à faire. Il n'y a pas que l'aviation. Il y a d'autres départements nationaux qu'il faille aussi mettre au goût du jour. Donc, il faut que les Gabonais comprennent que ce n'est pas évident et on fait des efforts avec les budgets qu'on a et le budget qu'on a pour y arriver. Merci, monsieur le ministre. Vous parlez tellement de marasme. Le marasme, c'est aussi ces anciens agents d'Air Gabon qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer, qui n'ont pas eu de mesures d'accompagnement. D'accord. Vous êtes au courant? Bien sûr, que nous avons plusieurs fois traité. Non, j'ai reçu des lettres déjà qui sont déjà arrivées ici, mais comprenez encore que quand nous sommes arrivés, on est arrivé en septembre, donc c'est avec les nouveaux budgets maintenant qu'on va essayer de résoudre tout cela. Et vous voyez très bien que beaucoup de sujets en pan comme cela ont été plutôt mis au niveau de la dette. Donc, croyez-moi, il n'y a pas que Air Gabon. Je peux vous dire, il y a la C2N2I. C'était la compagnie nationale. Oui, d'accord. Ça dit que c'est un ensemble. Il n'y a pas que Air Gabon. Il y a beaucoup d'autres pans comme ça où ce que je peux dire, c'est qu'ils sont pris en compte. Ils ne sont pas oubliés. Leurs données ont été prises en compte, mais c'est maintenant de voir comment est-ce que le budget s'exécute pour voir comment on peut satisfaire au mieux tout le monde. Monsieur le ministre, merci.
Les Gabonais vous regardent, peut-être un dernier mot. Bah, écoutez, ce que je peux dire, bon, on voit la toile s'enflammer sur Fly Gabon, sur les ATR. Bon, moi, je pense que certains compatriotes sont simplement alarmistes. Hein. Comme je disais tantôt, bon, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas l'ATR, bon, il va préférer Boeing. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu ce qu'on dit de Boeing. Bon, tout le monde saute. Maintenant, on va Airbus. Bon, on ne sait pas ce que sera demain. Non, je pense qu'il y a lieu de calmer tout le monde et de comprendre que les choix qui ont été faits n'ont pas été faits que par des profanes ou des prosélytes de l'aviation, passez-moi l'expression. Le choix qui a été fait aussi par des experts qui ont coutume de monter des compagnies aériennes, qui ont l'expertise, et on s'est tourné vers beaucoup d'expertise pour arriver à cela. Et en plus, comprenez que Affiliate, avec qui on fait alliance, dispose déjà d'ATR. Donc c'est une flotte d'ATR qui est composite et qu'on peut facilement entretenir. Donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas péril en la demeure. Il faut simplement se calmer. Et je pense que pour moi, l'horizon est prometteur. Merci, monsieur le ministre. Mais c'est moi qui vous remercie. Dieudonné Gabin, le ministre a été clair. Pourquoi, selon vous, un tel acharnement des populations? Bon, moi, il y a quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, les réseaux sociaux sont venus libéraliser près d'1 milliard, excusez-moi le terme, d'imbéciles. C'est peut-être l'occasion de non, le dire. vraiment, excusez-moi. Oui. Où chacun pense qu'il peut venir dire ce qu'il pense sur des sujets parfois qu'on ne maîtrise pas. Oui. Tout le monde est spécialiste. Tout le monde est spécialiste en tout. Mais avant d'être spécialiste en tout, le ministre l'a dit, la mise en place d'une telle entreprise, Fly Gabon, a obéi à certaines normes. Il y a des gens, des spécialistes qui ont contacté pour la mise en place de cette entreprise, de cette compagnie aérienne. Lorsque nous regardons à côté de nous toutes les compagnies aériennes de la sous-région, lorsque vous voyez, c'est bien des ATR. Oui. Ici même au Gabon, la compagnie AfriJet utilise quoi? Nous voyageons avec quoi? Lorsque nous allons en province, à Port-Gentil, à Franceville aujourd'hui, ce n'est pas avec les ATR. Donc je pense que certains compatriotes ont choisi leur chemin, ce n'est pas moi de les juger, chacun fait ce qu'il veut, mais notre rôle ici à la télévision publique, c'est d'essayer de recadrer et de donner la bonne information. J'ai entendu dire que c'est des avions fiables. J'ai entendu aussi dire qu'ils n'ont pas besoin de longues pistes pour décoller. Et nous savons un peu nos aéroports à l'intérieur du pays. Pour certains, dans quel état ils sont, même si... Ils vont être réhabilités. Voilà, pour la plupart, le ministre l'a dit d'ailleurs, vous l'avez écouté. Les ATR n'ont pas besoin de longues pistes pour décoller. C'est déjà un avantage. Ils peuvent aussi se poser sur de la latérite. Donc c'est un autre avantage. Oui. L'autre raison de donner, si tu me permets, c'est que c'est d'abord au niveau national qu'on a pris les ATR. Ouais. Au niveau sous-régional aussi. Mais après, lorsqu'on ira, comme l'a dit le ministre, peut-être vers l'Asie ou vers le Moyen-Orient, Proche-Orient, vers l'Europe, à partir de ce moment, on prendra des avions, des gros porteurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit même en Europe lorsque on parlait de Boeing? Non, on est parti de Boeing. Boeing, ce n'est plus bon, c'est des accidents à tout moment. C'est maintenant Airbus. Après Airbus, on ira où après? Et chez nous ici, au petit niveau, les ATR ne sont pas bons. Non, nous ne sommes pas spécialistes en tout. Ceux qui ont choisi l'achat de ces aéronefs savent pourquoi. Et les explications, comme venait de le dire Dieudonné, c'est des véritables et des vraies explications. Et je disais, Fidji, je peux comprendre aussi les compatriotes qui s'acharnent à dire que les ATR, ce ne sont pas des bons avions. Non pas qu'ils ne soient pas bons. Je crois comprendre que le niveau qu'avait atteint le Gabon, lorsqu'on a eu un 747, nous sommes parmi les premiers en Afrique en dessous du Sahara à avoir un 747. Nous avons eu des 767, je crois. 737. 737 aussi, on était quand même au top des tops. Mais n'oubliez pas que nous repartons à zéro. Oui. Voilà, c'est l'argument. Nous repartons à zéro, donc ne soyons pas exigeants, attendons voir. Peut-être que si ces avions-là rapportent... le ministre l'a dit. Voilà. Le ministre l'a dit. Donc ça peut permettre d'acheter des nouveaux avions. Et voilà. Très bien. Fly Gabon, comme on le souhaite, sera le fleuron de l'aviation dans notre pays. National. Très bien. Matin, week-end revient dans un tout petit instant. Ne bougez pas. Alors, chers téléspectateurs, prêts pour cette seconde partie de Matin Week-end? Si oui,
On démarre tout de suite sans plus tarder avec Dieudonné Koumba qui nous parle d'Olam, un coq qui grignoterait Oui. les terres des riverains. Lorsque le président Ali Bongo décide d'installer une zone, comment ça s'appelle? Une zone franche, une zone économique. Une zone économique. Ils entament une discussion avec les populations qui vivaient sur le site. Parce qu'en fait, il faut dire que ce site abritait des villages. C'est des anciens villages, repartis par clan. Donc, il y a ces négociations qui sont faites. Et une délimitation est faite de la zone où on devait implanter la zone de coq. Avec pour limite naturelle une rivière qui sépare la zone d'un coq des populations. Mais les populations qui habitent la zone, surprises de voir tout à coup qu'on pose des pancartes pour leur dire que, écoutez, vous êtes ici sur le site, comment ça s'appelle, ça va me revenir. Le parcellaire. Sur le titre foncier, voilà. Que vous êtes ici sur le titre foncier Olam. Quand bien même certains sont presque à 2 km de la zone. De la zone délimitée au départ. À plus de 2 km. Ils ont commencé à poser les panneaux pour leur dire qu'il faut partir, c'est notre titre foncier. Ce qui surprend les populations. Et là, s'engage un bras de fer. Et puis, lorsque le 30 août arrive, les populations se disent, nous allons enfin connaître notre libération parce qu'on ne peut pas nous chasser comme des vulgaires. Voilà. Et là, la pression continue. Et les populations vont vers l'ANUTTC pour chercher à savoir si réellement ils empiètent sur le site d'un coq. Il n'en est rien. Pour découvrir qu'en fait, c'est un groupuscule de personnes qui veulent récupérer ces terres-là. Parce que ça représente... Donc ce n'est même pas Olam, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui veulent récupérer ces terres-là. Mais qui ça peut être? Voilà, ça c'est la bonne question. Et donc... Et là, les populations se constituent en collectif, et puis commencent à mener des actions. Et on découvre là que ces terres appartenaient déjà à beaucoup d'autres personnes, des clans. C'est pourquoi, dans un premier temps, on va écouter le président du collectif. Oui, très bien. Ensuite, on va écouter un notable qui, lui, est là depuis Kalakala. Mais c'est son village. Qui nous explique, voilà. Ensuite, il y a un autre notable qui vient repartir qui vient nous dire comment étaient repartis les clans. Où habitait qui? C'est ce qu'on va voir dans le document. C'est ce qu'on voit tout de suite dans le document de Dieudonné Koumba. Je me présente d'abord, je suis M. Assomza Narcisse Urbain, président du collectif des habitants d'Akonotan depuis sa création en 2016. Notre association est à but non lucratif, apolitique bien sûr. Cette association est née d'un constat que notre quartier était dépourvu de développement. La route dans un état de dégradation très avancé. Alors à cela, j'ai pu réunir les voisins, les riverains, en leur faisant comprendre qu'on ne peut pas tout attendre de l'État et que nous devons nous-mêmes mettre en place des moyens pour pouvoir aménager notre quartier. Et c'est là que tout est parti, tout est né de ça. Alors nous nous sommes mis à travailler, à bâtir nos routes et à faire des cotisations pour que nous puissions développer nos quartiers. Alors cet élan vient prendre un coup en 2019 lorsque un jour, un matin, on arrive, on réalise que nous avons des pancartes dans nos parcelles. Olam, qui est notre voisin le plus proche, le plus immédiat, est venu dans nos parcelles à traverser les limites qui sont les leurs pour venir jusqu'à dans nos parcelles, planter les pancartes, ça, en disant, désormais, nous sommes dans le cycle foncier et que nous devons partir. Alors, cette bagarre silencieuse, nous la menons depuis 2019, comme je vous le disais, avant l'arrivée de CTRI. C'est une bataille que nous faisions déjà avec des courriers que nous envoyions à Olam. Olam répond, nous faisant comprendre qu'ils vont d'abord s'asseoir avec des parties prenantes. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir, on s'assoit avec des parties prenantes. Est-ce que nous, les populations, nous ne faisons pas partie de ces parties prenantes pour que lorsqu'on doit s'asseoir sur une table, nous, par exemple, nous puissions également être conviés à ces assises pour que nous puissions également avoir notre mot à dire, parce qu'il s'agit avant tout de nos terres, il s'agit avant tout de nos investissements. Mais on a peut-être tout en apartheid. Puis, je dirais peut-être 3 mois, 3 ans après, Olam réapparaît. Non seulement ils ont demandé d'arrêter tous les travaux, Olam réapparaît peut-être 3 ans plus tard avec de nouveaux panneaux qui nous demandaient, là, il faut vraiment partir. Alors, nous avons crié un ouf de soulagement lorsque le CTRI est arrivé au pouvoir. Nous avons dit, enfin, nous sommes sauvés parce que les mauvaises choses qui se sont passées, les mauvaises habitudes qui sont installées depuis plusieurs années sont enfin
vont enfin prendre fin. Moi qui suis président, j'ai envoyé un message fort sur le groupe en disant nous sommes sauvés parce que les éléments du CTRI vont nous apporter leur soutien. Ben, nous sommes un peu surpris aujourd'hui de réaliser que Olam est plus fort que par le passé. Les choses qu'Olam ne fait pas par le passé, Olam le fait aujourd'hui. Les menaces sont de plus en plus grandissantes. Alors, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous, M. Koumba, et Gabon Télévision, afin de pouvoir certainement apporter notre voix plus haut. Parce que c'est tout le monde se dit, le président, le chef de l'État n'est pas au courant de ce qui se passe ici par terre. Mais grâce à vous, grâce à ce canal, certainement, ils pourront entendre et peut-être entendre le cri de ces Gabonais, de ces nombreux Gabonais qui sont sur le point d'être mis à la rue dans leur propre pays. Je m'appelle Mbeda Jean Didas. Bon, je suis dans la contrée ici depuis 1993. Je suis rentré ici, il y avait ni plantation, ni route, rien du tout. Il y a zéro. Nous venions, on s'échangeait chez le défunt Diabala. C'est là où on s'échangeait. On partait en forêt. J'ai commencé à m'attirer les singes à la forêt classée là. Mais, quand le Premier ministre, l'ancien, quand il est passé Premier ministre, il a réouvert la route. La route là existait. Mais comment elle existait? Quand on partait ici, je payais les gens 100 francs pour déboucher jusque au bras de mer là-bas. 100 francs tous les dimanches. Mais quand le Premier ministre est passé, il a réouvert la route. Et quand il a réouvert la route, c'est là où tout le monde a profité d'avoir une plantation. Mais je suis rentré ici, il y avait 0 maison, 0 plantation, 0 hutte. C'est moi qui ai eu la première hutte, là où je suis là-bas. Même pendant les réunions avec le Paul Yogué, il me disait, mon ami, tu ne seras plus seul. Mais quand on en arrive, il nous a recensé avec une hutte, toute une plantation. Mais ils nous avaient payé, n'a pas payé parce qu'ils n'avaient pas touché nos plantations. Ils ont payé ceux qui sont à Issassa là où l'homme a construit là. Ceux-là, ils ont eu l'argent. Mais moi, par exemple, avec ma famille, on ne les a pas payé. Mais je suis resté là. Je disais, je reste là. Olam va me trouver. Olam, c'est un homme. Je suis un homme, mais il va me trouver là. Donc, pour totaliser, j'ai 30 ans de la forêt. Ça nous a gagné de nous chasser. C'est le Gabon, c'est les Gabonais qui vivent ici, ils n'ont plus d'autre terre. Olam nous a trouvés, Olam ne peut pas enlever la population. Nous sommes plus de 5 000 habitants ici. Si nous prenons le rail, jusqu'à de Bakader, de Paul Medeva, c'est plus de 5 000 âmes. Donc Olam ne peut pas nous bouger. Je crois que c'est ça, Olam a bougé, c'est ça là. Hein? Mais les gens, j'étais en réunion avec le maire de Issassa, 2e arrondissement, ils ont dit on ne peut pas bouger là. Mais nous sommes là, on ne peut pas, l'âme ne peut pas nous enlever. Nous avons des enfants, nous avons des petits-fils. On ne peut pas bouger la population d'ici. Je demande au nouveau président de nous aider. Et nous, c'est quoi? C'est nous faire la route. Nous faire la route, l'eau et le courant. Mais le président de notre association a commencé à faire quelque chose. Mais nous voulons qu'il vienne en renfort, pas nous chasser. Pas nous chasser. Nous avons déjà des petits-fils. Ça, on a compris. Voilà. Donc, c'est le président, le nouveau président, avec le nouveau gouvernement, et le ministre des Travaux publics. S'il a le temps, il peut faire un tour ici. C'est ce que j'ai à dire. Pour nous faire la route. On ne peut plus sortir d'ici. On a les enfants, on a des petits-fils. Que le président de la République, le nouveau président, je ne peux pas le citer, mais je m'arrête par là. Cette forêt classée est depuis longtemps, depuis le temps colonial. À l'époque, il y avait les services forestiers qu'on appelle aujourd'hui les vieux forêts. Les services forestiers étaient de ce côté-là. Bon, de ce côté-là, il y avait un vieux qui habitait là, le vieux Bibabingom. Bibabingom, de ce côté-là, de ce côté, la famille Adjanou les Chumeurs, Yandi, à Contan, un peu plus devant là-bas, à Contan, une famille feu de Kabassa François et Ondolo Sima, Mitobe Tane et le reste. Ils étaient, ça Contan, là où on a grillonté là-bas. Un peu plus devant, c'était à Bikondom. Bikondom qui appartenait à une forêt de Bikele, des gens de Bikele, en particulier le clan Koumessem. À Contan appartenait au clan Efak. De ce côté-là, à Djaïdo, le clan Miene, la famille Schumer, qui ont eu le titre foncier depuis 1958.
Les seules personnes qui ont eu le réconcilier depuis 1958, ces gens étaient nos voisins. Donc en 2010, quand Olam arrive, Olam vient contacter les populations de Sassa, du Suriname, bon, à travers les chefs du quartier. Les chefs du quartier nous convoquent, on se retrouve chez le chef Morifal, le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous était chez le chef de recouvrement, M. Banezé. On s'est retrouvé là-bas. C'était pour parler de quoi? Bon, c'était pour parler là où Olam doit prendre le projet d'Olam. Donc nous sommes arrivés, après, vous m'excusez, en arrivant là-bas, on a présenté d'abord ces documents-là à la dame qui était là-bas, dans la zone d'à côté, limitrophe avec la famille Adjaïno. Il y a un monsieur qui était mon père, un ancien moniteur, qui a loti sa parcelle avec le plan de délimitation, le plan de masse. Quelques temps après, le directeur provincial de l'urbanisme est passé le week-end venu me trouver. Il m'a dit non, c'est un grand frère, il est d'accord à l'époque. Il est venu me trouver, il a dit bon, mon grand frère, bon, allons me montrer là où se trouve la limite avec Adjaïno et Chumeur. Avant tout ça, M. Adjaïno avait fait une barrière. Quand j'ai posé la question à M. Adjaïno, il m'a dit tonton Adjaïno, pourquoi cette barrière? Il m'a dit, ah mon fils, quand ces gens vont venir, j'ai fait ça pour vous et vos enfants. Nous sommes venus, il y a un ruisseau qui quitte il y a 5 minutes. Chez vous, c'est où ici? Là? Chez nous, c'est l'autre côté là-bas, là où on a pris. La limite avec Olam, la limite avec Olam, quand j'ai amené monsieur, oui, nous irons voir tout à l'heure là, la limite avec le directeur provincial de l'urbanisme, on avait, il nous avait montré que bon, je lui ai montré, il dit, voici la limite avec monsieur Adjaïno. C'est là où il a pris le repère. À ma très grande surprise, au lieu de s'arrêter là, ils ont tout déblayé. Par ici, la limite d'Olam. Quand le directeur provincial est venu, la barrière de M. Adjaïno était là, nous sommes arrêtés là. Voici cette rivière-là, qui descend, qui passe derrière le centre de formation et se jette à la mer. C'était la limite avec Olam. Et quand Olam est venu, Olam a déblayé tout ça. Une fois qu'on a déblayé, quand ils ont commencé à faire l'école, le centre de formation, nous sommes allés voir l'ancien Premier ministre. Mais comme Olam, il a dit non, Olam s'arrête au centre de formation. Olam ne bouge plus. Et j'ai présenté mon plan de masse de plan de situation. Il a payé, mais Olam ne vous a pas payé. On dit non, non. Olam ne nous a pas payé. Il a dit Olam s'arrête net au centre de formation. Je remercie Gabon Télévision de se soit déplacé jusqu'à nous. Nous avons fait le tour de tout à Conotan. Nous avons vu les réalités de notre terrain, de notre quartier. Et que nous savons que par cette voie, par ce canal, les plus hautes autorités auront certainement un regard très attentif sur nos difficultés. Et nous avons beaucoup lapidé Olam. C'est une très bonne chose. Mais j'ai envie de dire, Olam n'est pas le seul coupable de ce qui nous arrive dans ce pays. Je n'ai pas envie de parler que de nous, ici à Conotan. Les réalités du Gabon, de toutes les populations. J'ai envie de viser par là la NUTTC. La NUTTC, nous ne sommes pas des topographes, nous les populations. Pour venir faire on appelle comment, le plan de masse de situation, nous partons de la NUTTC, prendre les topographes chez eux, qui viennent sur nos terrains, qui viennent faire des tracés, etc., etc. Puis nous repartons de la NUTTC où on nous fait payer une somme de 50 000 francs CFA. Non remboursable, bien sûr. Puis, quelques temps pour vous faire comprendre, non, le terrain où nous sommes venus faire des tracés, ainsi de suite, et bornages, ce terrain est occupé. Ah bien, on se pose la question de savoir, la NUTTC n'ont-ils pas des ordinateurs pour savoir au préalable que ce terrain est pris? Lorsque nous, Gabonais, venons seuls, c'était leur service. Est-ce que c'est une grosse arnaque juste pour arnaquer les Gabonais? Parce que derrière, il y a 50 000 francs CFA que nous dépensons qui partent gratuitement. Et que lorsqu'on réalise que ce terrain n'est pas occupé, ce n'est pas remboursable. Alors ça devient un peu trop facile. En même temps, j'ai envie de lancer l'appel au cadastre et tout le reste. N'avez-vous pas prévu un espace quelque part dans le Gabon, je veux dire à Libreville, pour les Gabonais? Parce que de ce que je sache, presque toute la partie, toutes les terres ici, c'est domaine d'utilité publique. Où est la partie de la population?
Nous ne partons pas si loin de Libreville. Vous pouvez nous enterrer ici dans des forêts par plaisir. C'est parce que le loyer devient très coûteux pour les Gabonais. C'est que celui qui ne loue pas, qui ne connaît pas que le mois de 30 jours est très court. Vous venez à peine de payer le loyer, vous êtes surpris, le propriétaire cogne à votre porte encore pour vous dire mon loyer. Vous vous demandez, mais 30 jours, c'est écoulé comme une seule journée. Mais celui qui ne loue pas ne peut pas connaître cela. Moi, je le sais, je le connais parce que je suis en location, bien que j'ai une maison quelque part dans la forêt. Alors, c'est cet appel que nous lançons aujourd'hui aux autorités compétentes. Les Gabonais sont fatigués de louer. Nous ne demandons pas de venir bâtir des maisons. Tout ce que nous demandons, c'est que Olam nous laisse tranquilles. Que les Gabonais qui sont cachés derrière Olam, parce que j'ai pour habitude de le dire, un étranger ne peut arriver chez nous le faire du mal s'il n'y a pas un Gabonais derrière. Par le passé, c'était la présidence des anciens qui sont partis. Aujourd'hui, on se demande pourquoi Olam continue à être fort si les anciens sont tombés. Nous nous sommes dit, avec les nouveaux, la force de l'homme va diminuer, mais elle ne fait que grandir. S'il vous plaît, venez-nous en aide. C'est pas tant il y aura des AVC parmi nous qu'on va se lever pour venir dire, on vient visiter les sinistrés. C'est maintenant qu'il faut intervenir. C'est maintenant qu'il faut agir pour ce peuple gabonais qui vous aime et qui vous soutient. Mais c'est parti justement, c'est ce monsieur qui démarre par un fou rire, on ne sait pas trop ce qui se dit dans les coulisses. Mais bon, Fidji. Très bien. Alors, Dieudonné, Oui. à ton avis, qui est derrière à ce qui s'apparente être une spoliation? Vous savez que la zone Nkok est gérée par une administration. En dehors des entreprises qui sont à l'intérieur. Il y a une administration qui gère toute la zone. À ce qui semblerait, les membres de cette administration ont les yeux sur tous les terrains autour de la zone de Nkok. Je dis bien à ce qui semblerait. Chacun voudrait pouvoir récupérer une terre pour s'installer, pour ne pas être loin de la zone de travail. Il y a ça. Il y a aussi ce qui se dit, c'est que certains qui ne sont plus libres aujourd'hui et qui sont au gros bouquet. Mais certains qu'il faut les citer. Ah, écoutez, vous le savez, on parle de la Young Team. Hein. On parlerait de la Young Team qui aussi... Si c'est conditionnel, pourquoi avez-vous peur de le dire? On parlerait de la Young Team qui était aussi rentrée dans la danse en s'associant aux administrateurs de la zone d'Nkok, voulaient récupérer toutes les terres autour pour pouvoir justement se faire encore un peu plus de beurre. Donc, il y a cela. Mais quoi faire pour sortir de cette situation? Justement, que doit-on faire pour arrêter cette situation? Je pense que l'administration a les limites de la zone d'Nkok. Il faut maintenant que l'administration du cadastre associée aux populations locales doivent s'asseoir pour délimiter clairement où s'arrête Nkok et quelle est la zone qui revient aux populations qui étaient déjà là avant. En fait, moi, ce que je voulais dire, Oui. lorsque je t'ai écouté au commencement, Oui. avant l'implantation de la zone économique d'Nkok, Oui. il y a eu, si vous voulez, Des villages Non, installés non, par clan. Il y a eu des négociations avec les populations. avec les populations. Les populations. L'État gabonais, j'imagine, Oui. puisque c'est l'État gabonais qui a cédé Voilà. les terres à Olam, avec les populations. Est-ce que cela a été consigné? Si cela a été consigné... C'est consigné. Mais alors, Les limites sont claires. Mais alors, Les limites sont claires. laissez les populations tranquilles. Mais voilà, Gabin, vous Laissez les populations vous tranquilles. connaissez le système des Gabonais. Il érige une barrière ici et il estime que l'autre côté de la barrière, c'est toujours chez lui. Non, non, non. Mais non, voilà. non. On respecte le document signé entre l'État gabonais, Olam et les C'est populations, et puis ça s'arrête là. C'est clair. Parlons de population, Dieudonné. Quelle doit être l'attitude de ces derniers? Ne pas se laisser marcher dessus. Je pense que le collectif doit tenir bon, saisir l'administration pour que ça cesse une fois pour toutes. Parce qu'ils sont même allés faire des marquages sur les murs de certaines maisons. C'est simple. C'est simple. Il y a bientôt 3 semaines, 1 mois, Oui. l'activiste Éric Otete avait dénoncé une situation derrière Berthéjean. Le lendemain, le ministre de l'Habitat est allé sur le lieu et a exigé à ses compatriotes expatriés qui revendaient le terrain aux Gabonais de partir de là. Mais voilà, je pense que c'est ce Je qui pense doit que également se faire. c'est ce qui doit se faire. Exactement. Aussi simple. Nous, un matin week-end, on a posé Merci le pour la problème. proposition. Monsieur le ministre de l'Habitat qui vient de tenir les assises de l'habitat en semaine. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, c'est votre pays, c'est notre pays. Il faut qu'on arrête de faire ça. Voilà.
Là, c'est maintenant, je pense, entre Gabonais et Gabonais. Oui. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête. Nous avons trop... C'est nous qui avons ouvert les portes aux expatriés Ouais. pour se comporter ici. C'est parce que c'est nous-mêmes d'abord. C'était ma proposition. Oui, Madame. qui est d'ailleurs une très bonne proposition, je pense. Il faut que le ministre de l'Habitat fasse une descente sur le terrain, que toutes les limites soient passées au crible, afin qu'on laisse les gens continuer. Ils sont chez eux, c'est leur village. C'est leur village. Voilà. Que voulez-vous construire là-bas? Vous avez déjà votre zone économique. Voilà. Que voulez-vous? Il faut laisser les populations vivre. On continue toujours dans cette lancée, terrain, fonciers, titre foncier tout ça. Et tout ça. Avec toi, Dieudonné. Moi, c'est Gabin. Je n'ai pas encore changé de patronyme. Moi, c'est bien. Moi, c'est bien Gabati. Mais en même temps, on te comprend parce que être avec des fortes têtes comme nous, forcément, tu vas comprendre. Dieudonné, Gabin, c'est du même, comment on dit, même type, même tabac. Voilà. Alors, nous allons en Zayon, c'est dans le 6e arrondissement, où Madame Janine Minko, détentrice d'un décret provisoire de construction sur notre terrain, signé du Premier ministre Lome Biam à l'époque. Waouh. Mais bien même bas. Premier ministre, chef du gouvernement. Moi-même. À l'époque, qui avait signé, d'ailleurs en PO, parce que les décrets à l'époque, c'était normalement du ressort du président de la République, mais qui le cédait à son Premier ministre. C'est là, c'est bien là. Oui. Donc, Dame Janine Minko, faute de moyens, comme je le disais tout à l'heure, avait entamé des travaux d'une bâtisse, malheureusement, qui ne sont pas allés à terme. Et le pasteur Rodrigue Rougougué Ogoula s'est approché d'elle pour lui dire « Maman, je pense que je vois que tu ne peux pas avancer dans les travaux. Moi, je me propose en tant que pasteur, je récupère la bâtisse. Je bâtis la maison pour faire une église. Parce que la maman avait prévu construire, je crois, 4 étages. Et étant une chrétienne, elle a dit « Ah, voici un Jésus, certainement qui va me revaloriser la zone. Et en bâtissant cette église, tôt ou tard, il pourra me remettre mon bien. Et puis j'en ferai ça. Et peut-être qu'avec les loyers qu'il va me payer, je vais continuer les travaux. » Voilà. Malheureusement, le pasteur Rougougué Ogoula a décidé, au bout de 5 mois, de ne plus payer le loyer et de faire ce qu'il veut de cette bâtisse. Et Madame Janine Minko a tapé toutes les portes. Elle a pensé que la bonne porte, désormais, c'est la nôtre, pour se faire entendre. Et tu allais bien sûr à sa rencontre? J'ai réalisé ces reportages que vous allez suivre. Allons l'écouter. Allons l'écouter. C'est dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, au quartier Ntengayon, précisément au lieu dit immeuble MCD, que Dame Janine Minko, sexagénaire en difficulté financière, avait cédé à la proposition de Rodrigue Ragougé Ogoula, celle d'achever les travaux de sa bâtisse moyennant un paiement mensuel. Je suis venue ici, on appelait Milonsi, en 1983. Je suis l'une des premières personnes à construire une maison ici. Malgré sans moyens, j'ai fait une cabane en bois. J'avais planté beaucoup. Quand le cadastre est venu, on a tout ravagé, on m'a donné cette petite place. Et le cadastre avait tout ravagé, et pourquoi? Parce qu'on devait donner aux autres, on devait viabiliser la zone. Donc j'ai eu la chance avec mon mari, une parcelle. Vous avez donc les documents de cette parcelle? Oui,
j'ai les documents qu'on donnait avant. Je n'ai pas eu le titre foncier. Le titre foncier. Je suis en permanence malade et je ne travaille pas. Et j'ai vu un garçon venir humblement, maman, je suis orphelin de père et de mère. Je veux travailler pour Jésus, moi chrétien. Et ça m'a touché au plus profond de moi que quand je vais mourir demain, c'est comme ça que vont rester mes enfants. Et ça m'a touché. Je lui ai dit, j'ai un soubassement, mais les murs. En me le demandant, il a dit moyennant quelque chose. Moi, je n'avais rien. C'est-à-dire moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose, les finances. Il a constaté que je n'avais rien. Il devait vous remettre de l'argent? Oui, il devait me donner chaque fin du mois. Je ne tiens même pas debout. On va prendre une chaise. Je suis fatiguée. Prends-moi la chaise, pardon. On va s'asseoir. Oui. Le bâtiment en question, c'est lequel? C'est ce bâtiment-là. Donc, celui qui l'a monté jusqu'à la toiture là-bas? Oui, il a trouvé un grand soubassement. Et ce soubassement était censé porter 6 maisons, c'est-à-dire 5 étages. Mais lui, il est venu, comme il a fait les 4 murs là, il s'est glorifié jusqu'à ce que il ne me donne même pas la possibilité de m'exprimer. Il me dit, c'est moi qui lui a porté plainte. Je ne lui ai jamais porté plainte. Si je l'ai amené chez un huissier de justice, c'est parce que je voulais qu'on établisse un contrat de bail. Là, quand je sors le matin, je trouve les caca, le sang. Avant qu'il n'arrive, il n'y avait pas ça. Là où je reste avec les enfants. Ce n'est qu'une cabane. Il m'a minimisé, il m'a chosifié. Pour lui, je suis sénile, comme je suis vieille. C'est que je ne réfléchis pas. En tout cas, quand il me parle, il parle de moi. Il est venu vers vous en quelle année? En 2013. Il m'a fait signer un papier. C'est chez l'huissier en question. Le papier que je ne donne plus à une autre personne. Et il m'a donné 400 000. Et il disait, ce n'est pas remboursable. À la longue, quand je réfléchis, ça a été plus que remboursable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me doit aujourd'hui plus qu'il n'en faut. Les 400 000 devaient servir à quoi? C'était une avance? Les 400 000, c'était pour que je ne donne plus, parce qu'à l'époque, les gens venaient me demander le soubassement là. Je ne sais pas. Quand quelqu'un a une malchance, je suis tombée sur lui et c'est lui que j'ai donné. Quand bien même, j'ai refusé à tout le monde. Et il m'a donné ça pour que je ne donne plus à une autre personne. Il me disait qu'il veut voyager sur, je ne sais pas, Lambaréné ou Port-Gentil. Il est parti. Et 3 mois après, j'étais en train de l'appeler que vous faites comment? Il m'a dit, j'arrive après. Il est arrivé. Quand il est arrivé, il a entamé directement les travaux. Je voyais, il est venu me donner un livre en me disant que c'est ce bâtiment-là que je veux construire. Il avait déjà tout planifié. Il ne m'avait pas dit que là-dedans, il y a aussi la somme
que je dois dépenser, c'est quand le bâtiment est sorti déjà, il me dit, je veux construire pour 32 millions. J'ai refusé. 32 millions, j'avais déjà fait, si j'ai 32 millions après le soubassement, je vais amener mon projet à la fin, c'est-à-dire construire les 5 étages en question. Avec 32 millions, je pouvais le faire. Mais les 4 murs avec le toit, comme quoi il va faire le plafond en marbre, tout ça là. Et c'est fait aujourd'hui, à l'intérieur. Rien n'est fait parce que j'ai arrêté les travaux, que là, c'est de l'arnaque. Je ne supporte pas ça. Parce que 32 millions, là, quand il va partir, je vais assurer de prendre d'abord quand même quelque chose là-dedans. Et puis, je pourrais casser et reconstruire les 5 étages. J'ai fait 16 enfants. J'ai perdu le nombre que j'ai, je donne le manioc aujourd'hui, c'est-à-dire 8. Et les 8 enfants, la place là est insignifiante. Parce que parmi les 8, il y a 2 filles, donc 6 garçons. Rendez-vous compte si quelqu'un doit prendre ça. Et l'autre va prendre ici, les autres, une personne ou 2 seront pénalisés. Alors, lorsque vous vous êtes entendu avec ce monsieur qui en a fait une église, est-ce un pasteur? C'est la première question. La deuxième question, mais lorsque vous faisiez tout ça, où étaient vos enfants? Mes enfants étaient là. Oui, c'est un pasteur. C'est à cause de ça que j'ai enlevé les enfants dans l'histoire. Les enfants font le désordre, selon moi. J'ai accordé ma confiance à une personne qui ne le méritait pas. À l'homme de Dieu, comme on dit. Je lui ai mis à la place de Jésus-Christ que c'est un homme de Dieu. Et je lui ai accordé ma confiance. Il ne l'a pas mérité. Il ne l'a pas mérité. Parce que ce qu'il fait, la méchanceté qu'il est en train d'utiliser, d'user sur moi, c'est, vous ne pouvez pas comprendre. Il a tout refusé, même ce qu'on a conclu verbalement. Ce qu'on a conclu verbalement, que le bâtiment est à 400 000 et il me donne 150 000, il récupère 250 000 jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a dépensé. Quand il a coupé, je me suis dit que bon, il n'avait qu'à couper parce que à la fin des comptes, il a dépensé. Il va d'abord prendre. Maintenant, jusqu'à ce qu'il a aujourd'hui, c'est lui qui me doit, plus qu'il n'a jamais dépensé. Ce qu'il me doit, ce n'est pas 20 millions. C'est lui le comptable. Il essaye de compter. Il est rentré le 20 août 2014. Et il a payé le mois de septembre 100 000. Octobre, novembre et décembre, 100 000, 100 000, 100 000. C'est ce qui fait les 400 000 que vous avez donné? Non. Il a dit qu'il va payer comme ça parce qu'il vient de rentrer et nous sommes... En fait, c'est que je voulais lui mettre à l'aise. On venait de se rencontrer. Il ne fallait pas que je profite, qu'il voit que je profite. Je croyais que quand c'est un homme de Dieu, il faut prendre le temps. Moi, je n'ai pas d'église. Je prie dans la maison avec les enfants. J'ai les enfants. Pour mieux éduquer les enfants, il faut les mettre sur le chemin de Dieu. Il y en a qui ne prient pas avec moi. Ils sont partout dans les églises, pourvu qu'ils soient dans les églises. Donc, maintenant, il m'invite
Mais moi, je ne veux pas parce que la manière que c'est fait ne me plaît pas. Ne trouvant pas de point d'accord, Dame Janine Minko, malgré les actes posés par ce dernier qui ne semblent refléter en rien les critères d'un serviteur de Dieu, s'abstient de porter l'affaire auprès des autorités à cause du titre de pasteur, ce qui démontre une fois de plus le manque de discernement et de lucidité de certains croyants face aux soi-disant hommes de Dieu. C'est la crainte de Dieu. En réalité, j'ai eu une certaine éducation pour les hommes de Dieu. On nous a appris qu'un homme de Dieu, c'est un ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui lui représente. Mais quand je lui ai regardé la manière qu'il fait, j'ai compris que c'est le genre que Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Il n'est pas réellement un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas manquer l'occasion de servir Dieu. Regardez chez moi. Ça, c'est ma cabane. Je vis dedans avec 15 enfants, mes 8 enfants. Je vais dire certains de mes petits-enfants qui ont déjà même les enfants. Donc, nous sommes plus de 15 dans cette cabane que vous voyez là. Si c'était un homme de Dieu, je devais être ce qu'on appelle gâté. Et je pouvais même me rabattre dans son église. Si j'étais contente, si j'étais satisfaite, je pouvais laisser et rentrer dans son église. Mais j'ai voulu voir que c'est Dieu qui travaille. Je ne pouvais pas lui porter plainte parce que son appellation de pasteur m'a convaincu que c'est un pasteur, celui qui travaille pour Jésus, je dois lui laisser le temps. Jusqu'à maintenant, il ne fait rien, il ne me montre même pas qu'il va partir. Alors, je suis obligée de me plaindre. J'ai essayé en amiable, ça ne prend pas. Il connaît trop, il connaît tout. Si quelqu'un connaît tout, c'est lui. Il connaît quand Dieu va frapper, il connaît quand, en tout cas, tout ce qui va se passer, en mal ou en bien pour toi, lui, il connaît. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent depuis, vous parlez de lui sans citer son nom. De qui s'agit-il? C'est qui? Il est certes pasteur, mais c'est quoi son patronyme? En fait, c'est le pasteur Rodrigue. En réalité, je ne sais pas ce qu'il est, s'il est gabonais. Le pasteur Rodrigue n'a pas de nom de famille. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas s'il est gabonais. Je sais seulement qu'il a une femme mienée. Et il s'appelle, selon ce qu'il m'a donné comme nom, Ragougue Ogula Rodrigue. C'est ça son nom. Mais je ne suis pas sûre, je ne connais pas. Au lieu que c'est moi qui lui porte plainte, comme je disais, que je lui ai pris pour Jésus, je lui ai fait confiance. Je lui ai accordé ma confiance alors qu'il ne le méritait pas. Au lieu que c'est moi qui lui porte plainte, c'est lui qui allait me porter plainte. J'ai dû commander comme je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Je vis dans une précarité. Avancez, regardez la maison. L'intérieur, c'est même pas la peine. Ça pleut même dedans, comme dehors. C'est lui qui part me porter plainte parce qu'il sait que je ne peux pas payer l'avocat. J'ai dû demander l'aumône dans les rues de Libreville pour avoir quelque chose pour aller payer l'avocat.
Gabin, pour l'équilibre de l'information, as-tu le pasteur Rodrigue Ragogué, oui, je l'ai eu au téléphone, mais par mesure de précaution, vous savez, depuis qu'on fait ce métier, je me suis permis d'enregistrer notre conversation. Si jamais d'aventure, il déclinait son avis, de donner son avis. Elle fait partie des premiers habitants de cette zone. La maman dit qu'elle avait commencé à faire ses travaux. Lorsque le pasteur est venu lui dire que je peux terminer les travaux parce que je voudrais en faire mon église. Et ils se sont arrangés à donner à la maman un loyer. Pourquoi au bout du 5e mois, il ne veut plus le faire? C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et pourquoi c'est lui qui va porter plainte à la maman? Moi, je trouve ça... Vous voyez la maison de la maman, elle est mitoyenne carrément à l'église. Ça veut dire que c'est sa parcelle, c'est chez elle. J'ai hâte d'entendre. Pour un homme de Dieu. Moi, on ne voudrait pas tirer déjà des conclusions. Non, justement. On va attendre. On va attendre qu'il se prononce. Et peut-être peut-être que la prochaine fois, on va revenir sur les propos de la maman, qu'on va coller avec ceux du pasteur, pour mieux édifier tout le monde. Et là, chacun pourrait émettre un avis. Tout à fait. Ce sera certainement la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Tu me permets? Attends, je vais regarder ce document. S'il te plaît. Ah, elle a même un arrêté accordant permis de construire à l'époque, signé de la mairie. Et c'est Claude Damas Ozimo qui était maire. Elle a tous ses documents. Elle a toute sa documentation. Voilà. Donc, les conclusions vont être tirées la semaine prochaine. Très bien, je me retourne une fois de plus vers toi, Dieudonné. Oui. Pour parler de Koraoud. Koraoud, qui a changé de dénomination, c'est désormais African Equatorial Hardwood. Oui. Mais avant c'était quoi le nom? Koraoud. Avant Koraoud, c'était la CFG. Voilà, parce que papa y a travaillé. C'était la CFG. Nous étions à Port-Gentil. Et d'ailleurs, que l'actuel Premier ministre, c'était l'administrateur. Bon, moi, je te parle de mon père, tu me parles du Premier ministre. Mon père était là-bas les années 68. Donc tu disais plus haut. Et vous ne me suivez pas quand je parle? Excusez-nous, monsieur Atiga, excusez-nous. Écoutez-moi d'abord. Oui, excusez-nous. Donc, nous sommes suspendus. Vendez votre information. Allez. Vous savez en quelle année cette entreprise a été créée? Non, je ne saurais le dire, monsieur. Bon, voilà. Donc, je vous disais que mon papa a travaillé en 1967, 68, 69. Et puis après, nous sommes venus à Libreville. Donc, moi, je suis un garde de Port-Gentil. Je connais la CFG. Voilà, maintenant, vous pouvez continuer. Vous pouvez dire que le Premier ministre était aussi là-bas à travailler comme directeur administratif et financier. Oui. Et voilà, vous pouvez le dire. Moi, le mien, il était là-bas, mon père. Donc, en décembre, nous avons vu que Koraoud est rentré en grève illimitée. Oui. On avait présenté. L'administrateur de l'entreprise fait quoi? Porte plainte au délégué du personnel pour grève illicite et non-observation du service minimum. Mais comment faire un service minimum quand... Tout est fermé, tout est barricadé. Tout est barricadé et il ne veut pas vous parler. Donc il n'y a plus de production de bois là-bas. Voilà. Donc il porte plainte au tribunal. Mais le tribunal dit que vous vous adressez à la mauvaise juridiction. Et puis rectification faite. Non, c'est bon, c'est recevable. Venez. Il déboute l'employeur. Et les délégués décident de saisir le ministre du Travail. Donc, il se retrouve à Libreville avec l'employeur d'un côté, le ministre du Travail et l'inspecteur du secteur bois. Ils négocient autour d'une table et décident de la reprise du travail. Lorsqu'ils vont à Port-Gentil pour reprendre le travail, le responsable de l'entreprise froisse le PV qui a été décidé ici. Non, Dieudonné, ne dis pas ça. Oh. Dieudonné, ne dis pas ça. Mais monsieur, je vous le dis, je sors de Port-Gentil. Il prend le document, il le met dans la poubelle, il vire les délégués du personnel. 15 au total. Donc du ministre, il s'en fout. Du ministre, il s'en fout comme de l'an 40. Où sommes-nous là? Donc, où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre à l'inspecteur chargé du secteur bois pour dire « Je souhaiterais que tu lèves l'immunité des délégués de telle sorte que je puisse... » Parce que tu n'as pas le droit de virer les délégués du personnel. Donc il fallait lever leur immunité pour qu'ils les virent. Que répond l'inspecteur du travail? Il répond exactement ceci. Je vous passe
le reste, il dit, eu égard à ce qui précède, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'accède à votre demande en levant la protection des intéressés. Toutefois, au regard de l'ancienneté acquise au service de l'employeur, gage de leur loyauté et fidélité à cette société, je vous recommande le paiement des droits attachés à cette rupture. C'est-à-dire que si tu estimes, je vais finir, si tu estimes que c'est eux qui bloquent ton entreprise, j'accepte de lever l'immunité, mais si tu dois les virer, il faut que tu leur payes leurs droits. C'est qu'ils refusent de faire. Mais comment il peut accepter lui? J'imagine que celui qui était autour d'une table avec le mais ministre, voilà, il était aussi... Comment peut-il, derrière le ministre, accepter de lever l'immunité des délégués du personnel? Mais comment? Donc vous comprenez que nous sommes dans un capharnaüm qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on vous dit ici, sur ce plateau, un peu partout dans le pays, que finalement aussi le problème, dans le secteur du travail, ce sont les inspecteurs du travail. Voici une preuve. C'est là. C'est signé de l'inspecteur du travail du secteur bois. C'est là. N'est-ce pas lui qui était autour de la table? Ou oui. C'était un autre? Non, lui. Donc, ils ont viré les délégués qui sont en rade, ils n'ont pas perçu leurs droits. Ils disent, on ne peut pas accepter cela. Donc, une fois de plus, ils demandent l'arbitrage du ministre du Travail. Voici ce que je me propose de faire. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je vais m'approcher du ministre du Travail pour lui dire comment vous appréciez ça. J'imagine qu'il n'est pas informé. C'est sûr qu'il n'est pas informé. Mais c'est très grave ça. Et pendant que j'étais à Port-Gentil, il continue de licencier. Et il y a eu d'ailleurs mort d'homme sur le chantier. La paix sociale. Vous savez que Port-Gentil est une poudrière. Et vous savez que Port-Gentil est une poudrière. Ces pères et mères de famille que l'on met dehors, c'est peut-être une trentaine par famille qui vont être en rade. Mais ils ont des enfants scolarisés qui ne vont plus à l'école. Ils vont être en rade. Vous imaginez? Une décision prise avec ou sinon autour des membres du gouvernement. Un collaborateur va dire non, oui, je peux accéder à la levée de l'immunité. Mais c'est très grave. Et qu'est-ce qui lui donne le droit de faire ça? C'est l'inspecteur qui peut être viré lui aussi. Qu'est-ce qui lui donne le droit de faire ça d'abord? Et si on parle simplement du patron de l'entreprise qui s'assied sur la décision du ministre, mais mon Dieu. Je dis, excusez-moi, je vais être méchant. Je sais que tu veux lancer l'élément. Je sais. Mais laisse-nous un peu parler. On ne peut pas rapatrier ce type de chef d'entreprise-là. Non, ça va paraître choquant, méchant. Ne sommes-nous pas un pays indépendant? La meilleure, Gabin, la meilleure. Il s'est réfugié en Italie et il a un responsable gabonais de nationalité qui gère l'entreprise et qui applique tout ce qui lui dicte à distance. Je ne sais pas si j'ai le droit. Chers messieurs du CTRI, je vous assure, la paix sociale à Port-Gentil passe par le règlement de ce type de problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, c'est vous qui en prendrez. Sur ce, madame, je suis suspendu à vous. Merci d'avoir évité l'autre phrase. C'est tellement beau que si je prononce ça... Alors... Je suis suspendu à vous. Ok, très bien. Dieudonné, du coup, tu as rencontré les licenciés? J'ai rencontré les délégués du personnel qui ont donné leur avis. En plus de cela, j'ai rencontré la COSIGA, qui est la centrale des syndicats la plus élevée de l'Ogooué maritime. Et je crois que même à Libreville, c'est la COSIGA qui est au-dessus des autres centrales. Je crois. Voilà. La plus Donc, ancienne. le représentant local de la COSIGA, M. Jean-Paul Oupra, a aussi donné son avis sur cette situation. On va peut-être les regarder. On l'écoute et on revient juste derrière pour continuer dans... Petite analyse. Faire une petite analyse, oui, bien sûr. Nous nous présentons, nous sommes les représentants du personnel de l'entreprise AEH SAS qui avons fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Effectivement, nous venons ici pour interpeller les plus hautes autorités afin de pouvoir accorder un accent particulier, sinon un regard particulier sur notre affaire par rapport à notre licenciement. Nous avions été convoqués au tribunal par notre employeur pour grève illicite.
Et nous avions fait appel à la première décision de première instance qui avait déclaré que la grève était illicite parce que nous n'avions pas observé le service minimum conformément à l'article 385. Et lorsque nous avions fait recours, le tribunal avait constaté effectivement que la grève n'avait pas fonctionné avec le service minimum. Et à partir de ce moment, la première décision avait été reconnue comme étant que la grève a un caractère illicite. Et donc, parmi les demandes de AEH, il y avait que la grève devait être qualifiée de faute lourde. Donc, le fait que les travailleurs étaient allés en grève, ils avaient voulu que ça soit qualifié de faute lourde. Mais le tribunal avait refusé de qualifier la faute de lourde parce que cela ne relevait pas du juge de la cour d'appel, mais plutôt du juge du fond. Et donc, le caractère de grève avec faute lourde avait été débouté. Par rapport à cela, nous avons donc nous avons écrit au ministre du Travail, le ministre du Travail en charge de la lutte contre le chômage à Libreville, pour que des négociations avec notre employeur puissent être ouvertes. Parce que nous estimions que nous avions raison dans la démarche que nous avions prise jusqu'à celle du tribunal. Et suite à cette interpellation de monsieur le ministre, nous avons donc été appelés à Libreville et nous avons ouvert les négociations avec notre employeur en la période du 12 mars 2024. Et au sortir de ces négociations avec notre employeur, un procès verbal a été dressé, signé de toutes les parties. Et nous avons donc regagné Port-Gentil pour reprendre le travail le 19 mars 2024. Mais au retour de Libreville et de la reprise du travail le 19 mars 2024, le 27 mars 2024, notre employeur va curieusement nous appeler, tous les représentants du personnel de l'entreprise confondus, va nous appeler donc afin que nous puissions recevoir chacun nos lettres d'entretien préalable. Entretien préalable pour un éventuel licenciement. Il nous notifiera que nous allons comparaître pour un licenciement pour faute lourde, alors que le tribunal a débouté la faute lourde, alors que c'est le juge de fond qui devait statuer sur la faute lourde. Notre employeur nous a remis les lettres d'entretien préalable et le 27, c'est-à-dire 2 jours après réception de cette lettre, nous avons été auditionnés, nous avons été entendus. Mais bien avant, dès le 27, notification nous a été faite que nous ne devions plus jamais avoir accès à l'enceinte de l'entreprise jusqu'à ce que l'affaire puisse avoir une fin définitive. Le 27, nous avons eu à comparaître. Alors, suite à cela, l'employeur va saisir l'inspecteur spécial chargé du secteur forêt-bois pour lever l'immunité des représentants des travailleurs que nous sommes. Ce dernier donnera accès à sa demande, mais avant de donner accès à sa demande, il enverra sur Port-Gentil un inspecteur pour mener l'enquête. Au cours de cette enquête, cet inspecteur nous notifiera que comme le tribunal n'a pas statué sur la faute lourde, s'il arrivait que l'administration lève notre immunité, l'employeur pourrait licencier, mais en gardant nos droits, c'est-à-dire que l'employeur pourrait licencier, mais en nous payant l'ensemble de nos droits, parce que le tribunal n'avait pas statué sur la faute lourde, mais l'avait plutôt débouté. Alors, lorsqu'arrive la saisine de monsieur l'inspecteur spécial, il a donc accepté de lever l'immunité des représentants du personnel de AEH que nous étions, et nous avons donc finalement été licenciés.
Mais lorsque nous arrivons en entreprise pour écouter le verdict de notre employeur, nous constatons que nous avons été licenciés pour faute lourde. Alors que cette faute-là par le tribunal a été déboutée. Et nous avons ici la lettre envoyée par monsieur l'inspecteur spécial du travail chargé du secteur forêt-bois. Dans cette lettre, monsieur Bakakas Lipoy Roméo, dans cette lettre, ce dernier précise: eu égard à ce qui précède, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'accède à votre demande de lever la protection des intéressés. Toutefois, au regard des anciennetés acquises au service de l'employeur, gage de leur loyauté et de leur fidélité à cette société, je vous recommande le paiement des droits attachés à la rupture. Constat fait, c'est que notre employeur a refusé d'appliquer la totalité des recommandations qui sont dans cette note, dans cette lettre. Il a accepté que notre immunité a été levée, mais il a refusé catégoriquement de pouvoir accéder à la recommandation de l'inspecteur, qui est celle de nous payer la totalité de nos droits. Et au jour d'aujourd'hui, depuis le 30 avril 2024, nous avons été licenciés sans la perception de nos droits et avons été payés en monnaie de singe. À partir de ce moment, nous constatons que notre employeur AEH se place au-dessus des décisions même du tribunal, se place au-dessus de monsieur le ministre du Travail en charge de la lutte contre le chômage. Parce qu'à Libreville, nous avons dressé un procès verbal. Nous avons repris notre travail. Une semaine après, nous avons été exclus de l'entreprise et donc les conclusions du procès verbal à Libreville n'ont même pas été mises en pratique en entreprise. Cela montre que notre employeur se fout des autorités de l'administration gabonaise, se fout du tribunal de la République gabonaise. À partir de ce moment, nous disons non. Nous ne pouvons pas être licenciés de cette manière en application de la faute lourde que le tribunal a déboutée. Et dans le constat de la faute lourde, l'article 68 dit que les délais de procédure sont ramenés à 48 heures. Mais notre comparution, sinon notre entretien préalable, est survenu 2 jours après, c'est-à-dire du 27 au 29. C'est le 29 que nous sommes passés en entretien préalable, c'est le 27 que nous avons été, que la notification nous avait été faite. Autre chose encore, dans l'article 69, il est dit que par simple notification, on peut interdire l'employé l'accès à l'entreprise. Nous constatons qu'entre l'article 68 et l'article 69, l'employeur mène les pinceaux. Finalement, nous nous demandons, mais pour quel motif exactement sommes-nous licenciés? Si nous sommes licenciés pour la faute lourde, mais la procédure est viciée. Si nous sommes licenciés pour la faute grave, l'article 69, nous constatons que l'article 69 nous donne droit à la perception de l'ensemble de nos droits. Et dans la lettre, en réponse de AEH que M. Bakakas Lipoy Roméo a envoyé, il est bien notifié à l'intérieur que c'est le motif d'ordre personnel que l'employeur utilise. Lorsqu'il s'agit du motif d'ordre personnel, le Code du travail, dans l'article 64, est clair. Il dit que la lettre de convocation en entretien préalable doit parvenir au travailleur 5 jours francs. 5 jours francs avant l'entretien préalable. Donc, pour moi et mes camarades ici présents, nous estimons que le tribunal de Port-Gentil doit réagir parce que AEH, notre employeur, s'est fait passer au-dessus de la décision du tribunal. L'administration gabonaise, en l'occurrence, monsieur le ministre du Travail en charge de la lutte contre le chômage, doit également réagir
parce que AEH a bafoué les négociations, sinon le procès verbal que nous avions élaboré à Libreville, dont l'ensemble des issues, sinon l'ensemble des conclusions que nous avons eu à prendre, devaient être mises en pratique en entreprise. Mais nous, les travailleurs protégés, qui devions faire en sorte qu'avec l'employeur, ces directives-là soient mises en entreprise, soient appliquées, nous avons été mis hors de l'entreprise, nous avons été bannis de l'entreprise. Nous estimons que nous avons été licenciés de façon abusive parce que l'employeur a utilisé des méthodes frauduleuses, des méthodes irrégulières pour pouvoir nous licencier. Je suis M. Makaya Franck-Alain, représentant du syndicat d'entreprise, étant premier secrétaire, licencié de la société African Equatorial Hardwood. Si je me tiens devant vous cet après-midi, c'est pour m'adresser particulièrement au président de la transition gabonaise. Monsieur le Président, toute la population port-gentillaise, à la place mythique de l'opposition à Port-Gentil, le 31 août, était heureuse. Le 30 août, autant pour moi, était heureuse de la libération du pays. Mais aujourd'hui, nous constatons que le pays n'a pas été libéré. Que toutes les personnes que vous mettez autour de vous, comme le ministre du Travail, est en train d'empiéter votre calendrier d'avancement. Nous avons adressé 1001 missives à monsieur le ministre du Travail, jusqu'à aujourd'hui sans suite. Monsieur le Président, les représentants du personnel licencié aujourd'hui s'adressent à vous, étant père de famille. Nous aussi étant père de famille, Monsieur le Président. Nous sommes dehors. Nous sommes mis dehors par nos bailleurs. Nos enfants sont dehors parce qu'ils apprennent dans des écoles privées. Nous réclamons nos droits. Nous avons servi pour certains 20 ans, d'autres 23 ans, d'autres 10 ans. Et aujourd'hui, on ne veut pas nous payer, soi-disant, que nous avons fait en sorte que l'employeur perd 1 milliard et beaucoup de millions. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, notre directeur des ressources humaines, Jacques Nzogé Essia Fortuné, ose dire aux représentants des ouvriers que quel que soit ce que nous allons entreprendre, cela ne va pas aboutir parce que le ministre du Travail est son frère. Et il s'en fout du CTRI. Il dit le CTRI va l'amener. Lui qui est le représentant de la loi gabonaise au sein de cette entreprise, donne des ailes à notre employeur qui est M. Stéphano Cora, qui ne veut pas nous payer nos droits. Monsieur le Président, vous avez grandi à Port-Gentil et vous savez très bien que les habitants de Port-Gentil sont aimables et ils n'aiment pas le désordre. Monsieur le Président, avant que tout débordement n'arrive, nous vous invitons d'intervenir. Et aujourd'hui, notre employeur ne s'est pas limité sur les représentants du personnel. Sur 373 ouvriers que nous sommes, ils sont en train de limoger 215. Aujourd'hui, il y a déjà une cinquantaine d'ouvriers dehors qu'ils ont payés en monnaie de singe. Ceux qui ont 17 ans, Monsieur le Président, ceux qui ont 19 ans, ils les ont donné 1 million et 2 millions. On leur paye en monnaie de singe. Nous ne réclamons pas quelque chose que nous ne méritons pas. Nous vous appelons, Monsieur le Président. Vous êtes notre seul issue et espoir avant que Port-Gentil ne brûle, avant que l'ex-CBG ne brûle. CBG qui a été le patrimoine de l'État, une entreprise dont le Premier ministre a géré. Il connaît les entrées et les sorties. Nous vous appelons. Et notre souhait, c'est que le gouvernement reprenne cette entreprise. Car votre slogan, c'est honneur et fidélité à la patrie. Cet honneur qui est bafoué aujourd'hui par ces opérateurs économiques, au détriment de cette population qui a tout donné, qui a tout misé. Il y a eu des infirmes, des Gabonais qui sont morts. Aujourd'hui, ils ont même un problème au tribunal pour notre collègue qui est décédé. Ils ont du mal à payer sa durée. Monsieur le Président, faites quelque chose avant que Port-Gentil
hébreu. Je vous remercie. Je suis M. Jean-Paul Oupa, secrétaire provincial de l'Union syndicale déléguée maritime. Si j'interviens présentement, parce que tous les travailleurs de AEH sont affiliés à la COSIGA, nous sommes le syndicat majoritaire. Que s'est-il passé? En entreprise, les délégués du personnel ont un cahier de doléances qu'ils devaient négocier avec l'employeur. Mais l'employeur n'a jamais voulu négocier avec les délégués du personnel. L'employeur, je dis bien, n'a jamais voulu négocier avec les délégués du personnel. Les délégués du personnel disent, bon, écoute, comme il en est ainsi, nous allons transmettre notre cahier de doléances au syndicat d'entreprise. Ils ont transmis le cahier de doléances au syndicat d'entreprise. Le syndicat d'entreprise voulait négocier avec l'employeur. L'employeur, toujours dans ses manies, a refusé de négocier avec le syndicat d'entreprise. Qu'est-ce que le syndicat d'entreprise a fait? Il a transmis le cahier de doléances au syndicat auquel ils sont affiliés, la COSIGA. Mais quand nous recevons ces doléances, nous donnons un ultimatum à l'employeur de 5 jours. Si vous ne nous appelez pas aux négociations, nous allons déposer un préavis de grève. Et c'est ce qui a été fait. Ils ne voulaient pas négocier avec la COSIGA, que nous ne pouvons pas négocier avec la COSIGA. Or, dans les années antérieures, on négociait. Ce sont eux qui négociaient avec la COSIGA. Nous avions déposé un préavis de grève de 10 jours. Les 10 jours se sont écoulés. AEH n'a pas bougé d'un pouce. AEH n'a pas bougé d'un pouce. Le secrétaire général du gouverneur nous a appelés, les deux parties, le syndicat et l'employeur. Il nous a prodigué les conseils. Il nous a prodigué les conseils d'y aller négocier. Quand nous sommes revenus, nous avions écrit à l'employeur que nous allons négocier. L'employeur, jusqu'à là, est resté carré. Nous pensons que la grève est autorisée par la loi fondamentale. La loi fondamentale autorise la grève. Nous, on rentre en grève. Quand on rentre en grève, c'est l'employeur qui devait convoquer les parties pour qu'il y ait un service minimum. Le service minimum émane de l'employeur. Ce n'est pas des travailleurs, non. Le service minimum émane de l'employeur. La grève, oui, il faut un service minimum, il faut qu'on s'assoie. Je veux dire que jusqu'à là, l'employeur est resté carré. Carré. Vous voulez bien entendre. Nous sommes rentrés en grève. L'employeur pensait qu'en rentrant en grève, on allait faire 1 jour ou 2 jours. Quand il regarde comme ça, les travailleurs sont toujours carrés pour la grève. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On nous regarde, nous avions écrit à l'inspecteur du travail. Parce que quand l'inspecteur du travail de Port-Gentil veut rentrer, ils disent que non, tu n'es pas dans notre secteur d'activité. Notre secteur d'activité, c'est l'inspecteur de Libreville. Nous avions été convoqués à Libreville, nous avions négocié. Un procès verbal a été établi. Quand nous on revient ici, c'est le commencement où l'employeur licencie les délégués du personnel. Non seulement les délégués du personnel, même les travailleurs. Pour une faute, on parle de la faute lourde, on parle de la faute lourde, on parle de la faute grave, on parle de la faute personnelle. Nous, on ne comprend rien du tout. Si peut-être pendant que nous étions en grève, il y a quelqu'un qui est allé se bagarrer avec ceux qui travaillaient pour que cette faute soit qualifiée de faute personnelle, jusqu'à là, nous ne comprenons rien. Donc, nous demandons aux autorités compétentes d'essayer de nous aider pour qu'on essaie d'éclaircir cette affaire. Le Gabon est un pays où autour de nous, on nous envie. Donc, nous devions continuer à vivre de cette manière, dans le respect des uns et des autres. Ce sont des pères de famille, des mères de famille, un individu qui se paie de luxe,
qui se paie le luxe de licencier ses propres frères, sœurs, cousins. Le premier entreprise en Italie, il lui donne les instructions. Et il accepte. Et il accepte. L'Italien va repartir. Nous allons rester ici. On va se regarder en chien de faïence. Nous demandons à ce que les autorités compétentes essaient de revoir à fond cette affaire-là. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, il est l'heure de nous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment de qualité avec nous. Nous étions, comme d'habitude, comme tous les samedis, on dansait, ravis, enchantés à l'idée d'être avec vous. On se laisse avec les chaussettes bleu-rouge de Monsieur Attends, Fidji, que je fasse la place pour le miroir. Waouh, on croirait Diego Maradona. Ouais, ça va. En tout cas, c'est mieux criard que, je ne vais pas rajouter. que d'habitude. C'est moins criard. Ça agresse moins la vie. C'est acceptable. Ouais. Ah, donc les autres n'étaient pas acceptables. C'est quand même assez osé, mais comme on dit... la semaine prochaine, ça va être les verts. Bah, c'est bien, au moins... contre la nature. Ça nous fera penser à la forêt. Très bien. Vert olive, hein? Vert olive, hein? Oui. Ok, à la semaine prochaine alors. Très bien, comme je disais, au revoir, à la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon week-end.